Si tu ne veux pas finir dans un hospice public, prends tes affaires et sors de chez moi, tout de suite. C'est ce que mon fils m'a hurlé au visage, le corps tremblant de colère, alors que la pluie battait contre les carreaux. À cet instant précis, le monde autour de moi s'est figé. Je m'appelle Bernadette, j'ai 68 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment ma vie a basculé en un seul après-midi pluvieux. Avant de commencer ce récit si personnel, je vous demande gentiment de laisser un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour écouter d'autres témoignages comme le mien. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui et quel genre d'histoire vous préférez suivre. Écrivez-le dans les commentaires, je lis toujours tout avec beaucoup d'attention. Si tu ne veux pas finir à l'hospice, prends tes affaires et sors de chez moi. Mon fils Christophe a craché ces mots en me fixant droit dans les yeux, avec un mépris que je n'aurais jamais imaginé voir sur le visage du petit garçon que j'avais élevé seul. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, immobile, écoutant le bruit lancinant de l'eau qui coulait sur les vitres de la cuisine. J'ai souri en silence, un sourire amer qu'il n'a pas compris, et j'ai commencé à plier mes vêtements avec une telle calme que cela l'a rendu encore plus furieux. J'ai fermé ma vieille valise en cuir, celle que je gardais depuis des décennies, sentant le poids de chaque souvenir que je laissais derrière moi. Christophe pensait avoir gagné. Il pensait m'envoyer vers la solitude et l'oubli. Mais 1 heure plus tard, le ronronnement d'un moteur puissant a interrompu ses insultes. Une limousine noire, brillante et imposante, s'est arrêtée juste devant notre portail rouillé. Quand mon fils a ouvert la porte et a vu qui venait me chercher, son visage, d'abord rouge de rage, est devenu blanc comme un linge. Il ne savait pas que mon silence n'était pas de la faiblesse, mais la préparation de la toute dernière leçon que j'allais lui donner. Tout a commencé par un matin de novembre, l'un de ces matins où le brouillard de Normandie recouvre tout et où le froid vous entre dans les os. J'étais dans la cuisine en train de préparer le café, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller Christophe et sa femme Isabelle. Nous vivions ensemble dans cette maison depuis 3 ans maintenant, depuis que mon fils avait insisté en disant que j'étais trop vieille pour rester seule et qu'ils allaient s'occuper de moi. Au début, cela ressemblait à un geste d'amour, mais au fil des mois, j'avais compris la vérité. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient le confort d'une grande maison et ma pension qui aidait à payer les factures qu'ils n'arrivaient pas à couvrir. Christophe travaillait dans une entreprise de logistique, mais les choses n'allaient pas bien. Il passait ses soirées à discuter avec Isabelle de dettes, de mauvais placements et de la façon dont cette maison, ma maison, pouvait être la solution à tous leurs problèmes. Ce matin-là, Christophe est entré dans la cuisine sans même me saluer. Il avait l'air fatigué, les traits tirés. Il s'est assis à la table et a commencé à tapoter le bois avec ses doigts, un geste nerveux qu'il faisait toujours quand il s'apprêtait à me dire quelque chose de désagréable. Isabelle est arrivée peu après, serrée dans son peignoir, me regardant avec cet air de supériorité qui était devenu la règle. Elle ne mangeait jamais ce que je cuisinais, disant que mes plats étaient trop lourds, trop démodés. Pourtant, elle ne levait jamais le petit doigt pour nettoyer ou faire les courses. J'étais devenue leur domestique non rémunérée, celle qui frottait les sols et lavait leurs chemises pendant qu'ils rêvaient d'une vie qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir. « Nous avons trouvé un établissement très bien, maman », a commencé Christophe sans me regarder. C'est un endroit moderne, avec une assistance médicale constante et plein d'activités pour les gens de ton âge. Tu y seras mieux, tu n'auras plus à te soucier de rien. J'ai ressenti un froid soudain dans l'estomac. Je savais de quoi ils parlaient. Ils avaient décidé de m'envoyer en maison de retraite. Mais ce n'était pas pour mon bien, c'était parce qu'ils avaient besoin de vendre la maison. Cette propriété vaut cher, a ajouté Isabelle d'un ton sec. Si nous la vendons maintenant, nous pouvons rembourser le prêt et emménager dans un appartement plus petit en centre-ville, près du travail de Christophe. Tu as de plus en plus de mal avec les escaliers, Bernadette. C'est la solution la plus logique pour tout le monde. J'ai posé ma tasse sur la table. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne voulais pas leur donner la satisfaction de le voir. J'ai regardé mon fils, cherchant à retrouver en lui une trace de l'homme que j'espérais qu'il deviendrait. Christophe, cette maison, je l'ai payée avec 30 ans de travail acharné,
ai-je dit d'une voix ferme. Ton père et moi avons fait des sacrifices énormes pour n'avoir aucune dette. Vous ne pouvez pas simplement décider de vendre ce qui ne vous appartient pas. Christophe a bondi de sa chaise, la faisant basculer. Ne sois pas égoïste, a-t-il hurlé. Tu es vieille, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne aujourd'hui. Nous avons besoin de cet argent. Si tu ne signes pas les papiers de transfert, je t'emmènerai moi-même dans cet endroit. Je n'ai pas besoin de ta permission pour sauver ma famille de la faillite. Sa femme a souri, un sourire de glace. Nous avons déjà pris rendez-vous avec l'agence immobilière, Bernadette. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Tu peux prendre tes affaires et partir dès aujourd'hui, ou nous appellerons les services sociaux en disant que tu n'es plus capable de prendre soin de toi. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour les mots. La cruauté dans leurs yeux était réelle. Mon fils, ma propre chair, me faisait du chantage pour de l'argent. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé lentement et je suis allé vers ma chambre. J'entendais leur rire dans la cuisine, convaincu de m'avoir brisé. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti ma valise. Elle était lourde et sentait la poussière. J'ai commencé à y mettre mes quelques affaires. Quelques vêtements, les photos de mon mari, mes documents. Chaque objet que je touchais me rappelait un morceau de ma vie passée dans ces pièces. Je me souvenais de Christophe quand il était petit et qu'il courait dans le couloir. Je me souvenais des repas de Noël avec la maison pleine de monde. Toute cette chaleur avait disparu, remplacée par le froid d'une ambition qui ne connaissait pas de limite. Alors que je pliais une chemise, j'ai entendu un coup violent contre la porte. « Alors, tu en as pour combien de temps ?» a crié Christophe de l'autre côté. Le véhicule de l'établissement sera là dans 2 heures. Si tu n'es pas prête, je jetterai tout ce qui reste à la poubelle. Je ne lui ai pas répondu. J'ai continué ce que je faisais. J'avais un plan que je n'allais révéler à personne. De nombreuses années auparavant, quand je travaillais encore dans le grand domaine de la famille de Frédéric comme intendante, j'avais noué un lien qui allait bien au-delà du devoir professionnel. J'avais élevé le petit Frédéric comme s'il était le mien, pendant que ses parents étaient toujours occupés par leurs affaires internationales. Il m'appelait sa deuxième maman, et il m'avait promis qu'il ne me laisserait jamais seule. Je n'avais pas eu de nouvelles de Frédéric depuis quelques mois, mais je savais qu'il était un homme de parole. Pendant que Christophe et Isabelle étaient au salon en train de discuter des meubles à garder ou à vendre, j'ai pris mon vieux téléphone et j'ai composé le seul numéro que je connaissais par cœur. L'appel a duré moins d'1 minute. J'ai juste dit que le moment était venu. De l'autre côté, sa voix était calme, mais ferme. « Bernadette, ne t'inquiète de rien. J'arrive. » Ces mots ont été comme un baume sur mon cœur blessé. Je suis retournée au salon avec ma valise fermée. Christophe était assis sur le canapé avec une feuille à la main. « C'est la procuration pour la vente, » a-t-il dit en me tendant un stylo. « Signe-la maintenant et je t'accompagnerai moi-même. Comme ça, tu n'auras pas à prendre la camionnette de la structure. » J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé lui. Je ne signerai rien, Christophe, et je n'irai dans aucun hospice public. Il a commencé à rire, d'un rire hystérique. « Et où penses-tu aller ? Tu n'as pas un sou, tu n'as personne. Sans moi, tu serais à la rue à demander l'aumône. Tu n'es qu'une vieille têtue qui refuse d'accepter la réalité. » Isabelle s'est approchée, les bras croisés. « Laisse-la, Christophe. Quand elle verra que personne ne vient la chercher, elle rampera à tes pieds pour demander pardon. C'est ce qu'ils font tous quand ils perdent le pouvoir. » Je suis sortie sur le perron, malgré la pluie. J'ai traîné ma valise jusqu'au portail, ignorant leurs insultes qui continuaient de me pleuvoir dessus. Ils m'ont suivi, restant sur le seuil de la porte pour ne pas se mouiller. « Regarde comme tu es ridicule, Bernadette !» a hurlé mon fils. « Tu es là dehors comme une sans-abri. Rentre et signe, ou je fermerai la porte à clé et tu devras dormir dans le jardin. » Je suis restée là, immobile, sous le grand parapluie noir que j'avais pris à l'entrée. Le temps semblait s'être arrêté. Les cris de Christophe devenaient de plus en plus forts, mais je ne regardais que la route. Je savais que Frédéric ne me décevrait pas. Les minutes passaient et la rage de mon fils se transformait en moquerie. « Tu vois, personne ne vient. Tes amis d'autrefois t'ont oublié.
Tu n'es qu'un poids pour tout le monde, maman. Accepte-le, c'est tout. À cet instant précis, les phares d'une voiture sont apparus au bout de la rue, se reflétant dans les flaques d'eau. C'était une voiture différente de toutes les autres. Longue, noire, silencieuse. Elle avançait avec une grâce qui n'appartenait pas à ce quartier modeste. Christophe a arrêté de rire. Isabelle s'est penchée en avant, plissant les yeux pour mieux voir. La limousine s'est arrêtée exactement devant moi. Un homme en uniforme est descendu, a ouvert un grand parapluie et s'est approché avec respect. « Madame Bernadette, nous sommes là pour vous », a-t-il dit d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Il m'a pris la valise des mains comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Mon fils est descendu du perron, sans se soucier de la pluie qui le trempait désormais complètement. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous » a-t-il demandé, la voix tremblante. Il a essayé de s'approcher de la voiture, mais le chauffeur lui a barré la route d'un bras, sans dire un mot. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis dirigé vers la portière arrière qui s'ouvrait lentement. À l'intérieur, assis sur les sièges en cuir, il y avait Frédéric. Ce n'était plus l'enfant qui courait dans les jardins du domaine, mais un homme puissant, avec un regard qui transmettait une autorité naturelle. Il s'est décalé pour me faire de la place. « Bernadette, je suis désolé pour le retard », a-t-il dit avec douceur. Il m'a pris la main et m'a aidé à m'asseoir. Christophe était là, à quelques centimètres de la vitre, la bouche bée. « Maman, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il hurlé, tapant contre la vitre. Frédéric a baissé légèrement la vitre, juste assez pour que mon fils puisse entendre ses paroles. « Je m'appelle Frédéric », a-t-il dit d'un calme glacial. « Et à partir d'aujourd'hui, Bernadette vivra avec moi. En ce qui concerne cette maison, mes avocats vous contacteront demain matin. Nous avons découvert quelques irrégularités dans la façon dont vous avez géré les économies de cette dame ces 3 dernières années. » Le visage de Christophe est passé du rouge au blanc en un instant. Il a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés bloqués dans sa gorge. Isabelle, derrière lui, semblait pétrifiée. Frédéric a fait un signe au chauffeur et la vitre est remontée, nous isolant du bruit de la pluie et des cris désespérés de mon fils qui, désormais, implorait mon attention. La voiture s'est mise en marche lentement, laissant derrière elle 2 personnes qui se croyaient les maîtres du monde, mais qui venaient de découvrir à quel point leur arrogance était fragile. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé dans le rétroviseur. Ma vieille maison devenait de plus en plus petite, et avec elle toute la douleur que j'avais supportée par amour pour un fils qui ne le méritait pas. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré profondément. La justice n'avait pas été une punition violente, mais un acte de dignité qui les avait laissés dans le vide qu'ils avaient eux-mêmes créé. Alors que la limousine glissait silencieusement sur l'asphalte mouillé de Normandie, je me suis appuyée contre le dossier en cuir, ressentant pour la première fois depuis des années une étrange légèreté dans la poitrine. Frédéric ne disait rien, respectant mon silence, se contentant de me tenir la main avec cette même délicatesse que lorsqu'il était enfant et qu'il cherchait du réconfort après un cauchemar. En regardant par la vitre, les lumières de la ville commençaient à se confondre avec les souvenirs d'une vie entière passée à servir les autres pour construire un avenir à un fils qui, finalement, avait cherché à détruire mon présent. Tout ce que Christophe possède aujourd'hui, tout ce qu'il a tenté de me voler, est né de la sueur de ses mains qu'il a toujours considérées comme trop rudes pour être montrées en public. Il y a bien des années, quand Christophe était encore petit et que son père nous avait laissés sans un sou et avec de nombreuses dettes, j'ai compris que je ne pouvais pas me permettre le luxe de pleurer. Je devais travailler. J'ai trouvé un emploi au domaine de la famille de Frédéric, une lignée qui possédait une grande partie des industries textiles de la région. Je n'étais pas une dirigeante, je n'étais pas une employée de bureau, j'étais l'intendante. Je lavais les sols de marbre, je polissais l'argenterie, et je m'assurais que chaque pli des draps soit parfait. Christophe n'a jamais vu le poids de ce travail. Il n'en voyait que les résultats. Grâce à l'argent que je gagnais en travaillant 15 heures par jour, il a pu fréquenter les meilleures écoles privées. Pendant que je mangeais les restes de la cuisine du domaine pour économiser chaque franc, il portait des chaussures de marque et des sacs coûteux.
Je me souviens encore de ses plaintes lorsqu'il rentrait à la maison parce que ses camarades de classe partaient en vacances à la montagne alors que nous restions en ville. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que chaque leçon d'anglais ou chaque livre de classe était payé par des heures passées le dos courbé à frotter des tapis. Le premier vrai signe de son changement est arrivé lorsqu'il était adolescent. Un après-midi, j'étais sortie plus tôt du travail parce que le petit Frédéric était malade et que ses parents étaient à l'étranger. Je suis allée chercher Christophe à l'école, portant encore ma tenue de travail avec mon tablier blanc, car je n'avais pas eu le temps de me changer. Quand il m'a vue devant la grille, parmi les mères élégantes qui descendèrent de voitures de luxe, son visage est devenu rouge, mais pas de joie. Il s'est approché rapidement, m'a prise par le bras et m'a entraînée plus loin, loin des regards de ses amis. « Pourquoi es-tu venue habillée comme ça ?»« Tu me fais honte, Bernadette », m'a-t-il dit avec une méchanceté qui m'a transpercé le cœur. À partir de ce jour, il a cessé de dire à ses amis quel était mon métier. Il disait à tout le monde que j'étais une conseillère privée pour la famille du domaine. Le mot « intendante » semblait lui brûler la langue. Pendant qu'il grandissait dans la honte, j'élevais Frédéric dans la gratitude. Les parents de Frédéric étaient des gens influents, toujours en voyage entre les grandes capitales. L'enfant passait plus de temps avec moi qu'avec eux. Je lui apprenais à lire, je lui préparais son goûter et je l'écoutais quand il avait peur. Pour lui, je n'étais pas une servante, j'étais son point de repère. Souvent, quand Christophe venait au domaine pour faire ses devoirs, je voyais le contraste entre les deux garçons. Frédéric m'apportait des fleurs ramassées dans le jardin, tandis que Christophe m'ordonnait de lui apporter un jus de fruits sans même me regarder dans les yeux. Déjà à l'époque, la graine de l'arrogance germait dans le cœur de mon fils. J'ai tout fait pour ignorer ces signaux. Je pensais que c'était juste une phase, qu'une fois devenu un homme, il comprendrait la valeur du sacrifice. Quand est venu le moment de l'université, j'ai épuisé toutes mes économies. J'ai travaillé même les week-ends, aidant dans les réceptions les plus exclusives, pour lui permettre d'étudier l'économie. Je voulais qu'il ait une vie différente de la mienne. Je voulais qu'il soit assis derrière un bureau et non qu'il nettoie ses bureaux à la fin de la journée. Christophe a obtenu son diplôme, certes, mais lors de sa remise de diplôme, il ne m'a pas permis d'inviter mes anciens collègues du domaine. Il disait que c'était un événement formel et que certaines personnes ne se sentiraient pas à leur aise. En réalité, c'était lui qui ne se sentait pas à l'aise avec la réalité de son origine. Pourtant, malgré son attitude, je n'ai jamais cessé de l'aider. Quand il a décidé d'épouser Isabelle, j'ai tout de suite compris que les choses allaient empirer. Isabelle venait d'une famille qui avait tout perdu, mais qui faisait semblant d'avoir encore beaucoup. Elle avait besoin de luxe, de paraître, de se sentir supérieure. Christophe, pour lui complaire, a commencé à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Ils ont acheté des meubles coûteux, ont fait des voyages qu'ils ne pouvaient pas se permettre, tout cela basé sur l'apparence. Et quand l'argent a commencé à manquer, ils se sont souvenus de moi. « Maman, pourquoi ne vends-tu pas le petit appartement que papa t'a laissé pour venir vivre avec nous ?» m'ont-ils demandé un jour, avec un ton qui semblait presque attentionné. « La maison est grande. Isabelle a besoin d'un coup de main et tu n'auras plus à te soucier de rien. » Moi, bêtement, j'ai pensé qu'ils voulaient vraiment passer du temps avec moi. J'ai vendu ma petite sécurité et je leur ai apporté l'argent. J'ai payé leurs dettes, j'ai éteint leurs prêts et je me suis installée dans ce que je croyais être ma maison pour mes vieux jours. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'avais été embauchée de nouveau comme intendante, mais cette fois sans salaire et sans respect. Christophe ne m'appelait plus maman devant ses amis, il me présentait comme la dame qui nous aide à la maison. Isabelle me laissait des piles de vêtements à repasser et se plaignait si le sel dans les pâtes n'était pas à son goût. Mais la douleur la plus grande n'était pas le travail physique, c'était l'indifférence. Il me traitait comme un vieux meuble, quelque chose qui encombre, mais qui est utile pour poser ses clés. Je me souviens d'une soirée, il y a quelques mois. Ils avaient organisé un dîner avec des partenaires d'affaires potentiels de Christophe. J'avais passé la journée entière en cuisine à préparer des rôtis, des entrées et des desserts. Quand les invités sont arrivés, Isabelle m'a demandé de rester en cuisine et de ne sortir que pour servir les plats, sans parler. «
Bernadette, s'il te plaît, évite de raconter tes histoires du domaine. Cela n'intéresse personne ici, m'a-t-elle dit avec un faux sourire. Pendant le dîner, j'ai entendu Christophe rire et dire à un invité que la maison appartenait à sa famille depuis des générations. Il n'a jamais mentionné que chaque centimètre de cette propriété avait été payé par mon travail et par la vente de mon seul bien. Dans cette cuisine, parmi les vapeurs des casseroles, j'ai commencé à entrevoir la vérité que je ne voulais pas accepter. Mon fils ne m'aimait pas, il m'utilisait. Il me voyait comme un instrument pour maintenir son style de vie. Et quand cet instrument a commencé à vieillir, quand j'ai commencé à souffrir de douleurs aux jambes et que je n'arrivais plus à nettoyer aussi vite qu'avant, je suis devenu un poids qu'il fallait éliminer. La décision de m'envoyer à l'hospice n'a pas été soudaine, c'était une stratégie lente et calculée. Ils ont commencé à me dire que j'étais confuse, que j'oubliais des choses. Isabelle cachait les clés de la maison et m'accusait ensuite de les avoir perdues. Christophe soupirait lourdement chaque fois que je m'asseyais sur le canapé pour me reposer 5 minutes. Il préparait le terrain pour me faire paraître incapable de m'occuper de moi-même. Mais moi, malgré mon âge, j'étais encore lucide. Bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Une nuit, alors que j'allais dans la cuisine pour boire un verre d'eau, j'ai entendu leur voix basse au salon. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Christophe, » disait Isabelle. « Ta mère occupe la chambre la plus lumineuse et sa présence déprime l'ambiance. Si nous la mettons dans cet établissement, nous pourrons louer sa chambre ou la transformer en ton bureau. Et avec l'argent de la vente de la maison, nous pourrons enfin emménager dans le quartier qui nous plaît. » Christophe a répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Tu as raison. Elle a déjà donné ce qu'elle avait à donner. Demain, je vais parler au directeur de la structure. Nous lui dirons que c'est pour son bien, mais si elle fait des histoires, nous utiliserons la force. » Ces paroles m'ont glacé le sang. Le fils pour lequel j'avais sacrifié chaque ambition, chaque rêve et chaque jour de repos, parlait de moi comme d'un objet à jeter. À ce moment-là, dans le noir du couloir, j'ai compris que je ne pouvais plus rester silencieuse. Je ne pouvais pas permettre qu'ils me volent aussi ma dignité après m'avoir volé tout le reste. Mais je n'ai pas crié. Je ne suis pas entrée au salon pour faire une scène. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai attendu qu'il fasse jour. Je savais que je ne pouvais pas les combattre sur le plan de l'argent ou de l'agressivité, mais je pouvais le faire sur le plan de la vérité. J'ai pris mon vieil album de photographie, celui qu'Isabelle voulait jeter parce qu'il occupait de l'espace, et j'ai regardé une photo d'il y a bien longtemps. J'y étais, jeune et fatiguée, avec le petit Frédéric dans mes bras dans un jardin fleuri. Au dos de la photo, il y avait un numéro de téléphone que je n'avais jamais effacé. Frédéric était devenu un homme de grand succès, héritier d'un empire que j'avais vu naître et grandir. Je ne le cherchais jamais pour ne pas le déranger. Je savais à quel point il était occupé. Mais je me souvenais de la dernière fois que nous nous étions vus. Il m'avait serré fort dans ses bras et m'avait murmuré à l'oreille que j'étais sa vraie famille. S'il m'arrivait d'avoir besoin de quoi que ce soit, il ne fallait pas hésiter. J'avais souri et dit que j'allais bien. J'étais fière, trop fière pour demander de l'aide. Mais l'orgueil ne sert à rien quand celui qui devrait vous protéger vous jette à la rue. Le lendemain matin, pendant que Christophe et Isabelle prenaient leur petit déjeuner en planifiant mon expulsion, j'ai passé cet appel. Je n'ai pas demandé d'argent, je n'ai pas demandé de vengeance. J'ai seulement raconté à Frédéric ce qui se passait. Sa réaction a été un silence assourdissant, suivi de quelques mots. « Bernadette, prépare ta valise. J'arrive. » Ce qui s'est passé ensuite, vous l'avez vu. Les cris de Christophe, sa tentative de m'humilier une fois de plus en m'appelant vieille inutile et en me menaçant de l'hospice public. Il pensait que j'étais seule. Il pensait que personne ne remarquerait ma disparition. Pourtant, alors qu'il se moquait de ma valise en cuir, le destin frappait à la porte avec le moteur d'une limousine. Alors que la voiture s'éloignait de ma vieille maison, Frédéric m'a regardé et a souri. « Bernadette, tu as passé ta vie à t'occuper des enfants des autres et d'un fils qui ne t'a pas comprise. Maintenant, il est temps que quelqu'un s'occupe de toi. Tu n'iras dans aucune structure. Tu viendras chez moi, au domaine où tout a commencé. »
Il y a une chambre prête pour toi, celle avec la vue sur le jardin des roses que tu aimais tant. » J'ai regardé dehors et j'ai vu Christophe courir encore derrière la voiture, petit et ridicule sous la pluie. Je n'éprouvais pas de haine, seulement une profonde pitié. Il avait tout eu et avait choisi de perdre la seule chose qui n'a pas de prix, l'amour et le respect. La route devant nous était libre, et pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de regarder en arrière. Mais le voyage ne faisait que commencer, et il y avait encore bien des vérités que Christophe devait découvrir sur la maison qu'il pensait m'avoir volée. Puis-je passer au chapitre 3 ? Nous verrons comment Bernadette s'installe au domaine et la surprise juridique qui attend Christophe et Isabelle lorsqu'ils tentent de vendre la maison sans son consentement. Le portail du domaine des Bernardi s'est refermé lentement derrière nous, glissant sur ses rails avec un sifflement presque imperceptible qui semblait sceller mon ancienne vie. Malgré la pluie battante qui continuait de tomber sur la Normandie, les lumières qui éclairaient l'allée de gravier rendaient tout magique, comme si j'étais entré dans un autre monde, un monde où le temps s'était arrêté à ma jeunesse. Frédéric n'a pas cessé de me tenir la main. Je sentais la chaleur de sa peau et la sécurité de sa présence, un contraste violent avec le froid que j'avais ressenti quelques minutes plus tôt sur le trottoir. Il m'a conduite vers l'entrée principale, là où, autrefois, j'entrais la tête basse, chargée de sacs de course ou avec mes seaux de nettoyage. Cette fois, pourtant, la porte monumentale en bois de chêne a été ouverte pour moi, et j'ai franchi le seuil non pas comme une servante, mais comme une invitée d'honneur. Alors que j'entrais dans cette maison que je connaissais dans ses moindres recoins, ma pensée s'est envolée inévitablement vers Christophe. Je pouvais presque le voir, immobile sous la pluie devant notre vieux portail, les vêtements trempés et la rage qui lui rongeait le cœur. Je savais exactement ce qui se passait dans sa tête à cet instant précis. Christophe ne supportait pas de ne pas avoir le contrôle. Il ne supportait pas que moi, la vieille inutile, j'aie eu une sortie de scène aussi glorieuse. Mais surtout, je savais que son esprit travaillait déjà fébrilement sur la façon dont il pourrait tirer avantage de la situation. Dans sa vision déformée des choses, le fait que je sois partie avec un homme riche ne signifiait qu'une chose pour lui. La maison était enfin libre. Dans la cuisine de mon ancienne habitation, j'étais certaine qu'Isabelle était déjà en train de déboucher une bouteille de vin bon marché, trinquant à leur victoire supposée. J'imaginais leurs discours, leurs rires cruels, pendant qu'ils projetaient de vider ma chambre le soir même. Ils allaient prendre mes vieux livres, mes couvertures faites à la main, mes petits souvenirs d'une vie, et ils allaient tout entasser sur le trottoir comme des ordures. Dans leur tête, le jeu était fini. Ils croyaient que j'avais cédé, que la limousine n'était qu'un passage vers une autre forme d'oubli. Ce que mon fils n'avait jamais compris de moi en toutes ces années, c'est que mon silence n'a jamais été un signe de soumission. Vivre pendant des décennies aux côtés de personnes comme les parents de Frédéric m'avait appris une leçon fondamentale. Le vrai pouvoir ne hurle jamais. Le vrai pouvoir agit dans l'ombre, avec une précision chirurgicale, et attend le moment opportun pour se manifester. Christophe pensait être un homme d'affaires parce qu'il savait manipuler les petites dettes et crier plus fort que les autres, mais il n'avait aucune idée de ce que signifiait protéger réellement ses propres intérêts. Frédéric m'a accompagnée dans la chambre qu'il avait préparée pour moi. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, mais rénovée avec un raffinement qui coupait le souffle. Les fenêtres donnaient sur la roseraie, et même s'il faisait nuit, je pouvais sentir l'odeur de la terre mouillée qui montait du jardin. « Bernadette, repose-toi maintenant », m'a dit Frédéric avant de sortir. « Demain matin, mes avocats s'occuperont de tout. Tu n'auras plus jamais à entendre la voix de cet homme si tu ne le souhaites pas. » J'ai hoché la tête, mais je savais qu'il y avait encore une dernière chose que je devais voir de mes propres yeux. Je voulais que Christophe apprenne la leçon jusqu'au bout. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Mon esprit revenait continuellement aux documents que j'avais signés de nombreuses années auparavant, juste après la mort de mon mari. Christophe croyait m'avoir dupé 3 ans plus tôt, quand il m'avait convaincu d'emménager chez lui en disant que la maison devait être gérée mieux. Il m'avait fait signer plusieurs papiers, convaincu que je ne les avais pas lus.
Il pensait que j'étais une vieille femme sénile qui apposait sa signature partout où on lui indiquait. Mais j'avais passé ma vie à lire les contrats des Bernardi pendant que je rangeais leur bureau. Je savais distinguer une procuration d'un acte de vente et je savais surtout comment insérer une clause d'usufruit vitalice que personne ne pourrait annuler sans mon consentement explicite devant un notaire de ma confiance. Pendant que je me reposais dans des draps de soie, Christophe et Isabelle étaient probablement déjà en train d'appeler l'agence immobilière. Je les voyais, le lendemain matin, faisant entrer un agent dans la maison, lui montrant les pièces avec un air orgueilleux. « C'est la chambre de la vieille, elle est libre maintenant », aurait dit Isabelle avec un geste méprisant de la main. Christophe aurait ajouté qu'il voulait conclure l'affaire rapidement, qu'ils avaient besoin de liquidités immédiates pour un investissement important. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre cupidité qu'ils ne s'apercevaient pas de l'abîme qui s'ouvrait sous leurs pieds. Le lendemain, vers midi, Frédéric est venu me chercher. « Bernadette, mes avocats sont déjà à la maison. Si tu te sens de taille, j'aimerais que tu sois présente. C'est le moment de clore cette histoire. » Je me suis habillée avec soin, choisissant une robe simple mais élégante que Frédéric avait fait placer dans mon armoire. Je ne voulais pas apparaître comme une victime, mais comme la propriétaire légitime d'une dignité qui n'avait jamais été perdue. Nous sommes retournés dans ce quartier que j'avais quitté seulement quelques heures auparavant. La pluie s'était arrêtée, laissant place à un soleil pâle qui faisait briller l'asphalte. Quand la limousine s'est arrêtée de nouveau devant le portail, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes. Il y avait un homme dans un costume gris très coûteux, qui tenait à la main une sacoche en cuir, et il y avait Christophe qui gesticulait violemment avec un autre homme, probablement l'agent immobilier. Quand ils nous ont vus descendre, le silence est tombé instantanément. Christophe s'est approché, essayant de maintenir un air de défi, mais ses yeux trahissaient une profonde incertitude. « Maman, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai dit que ce n'était plus chez toi. Nous avons déjà signé le mandat pour la vente. Tu dois t'en aller, ou j'appellerai la police pour violation de domicile. » L'avocat de Frédéric a fait un pas en avant, souriant avec une froideur professionnelle qui a glacé l'air. « Monsieur Christophe, je crains qu'il n'y ait un énorme malentendu, » a-t-il commencé en ouvrant sa sacoche. « Je représente Madame Bernadette et les intérêts de la famille Bernardi. Nous avons examiné les documents que vous prétendez avoir fait signer à votre mère il y a 3 ans. » Christophe a ricané. « Ils sont valides, elle les a signés devant un témoin. C'est tout à fait légal. La maison est à moi. » L'avocat a secoué la tête lentement. « Vous voyez, les documents que vous avez présentés sont des procurations de gestion ordinaires et non des actes de transfert de propriété. De plus, il existe un document déposé chez un notaire, daté d'il y a bien des années, qui stipule que Madame Bernadette est l'unique propriétaire de l'immeuble jusqu'au jour de sa mort, avec une clause spécifique qui empêche toute vente ou hypothèque sans sa signature authentifiée. Toute tentative de vendre cette propriété sans son consentement constitue un délit de tentative d'escroquerie. » Isabelle, qui était sortie sur le perron en entendant les voix, est devenue livide. « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Christophe m'a dit que tout était en règle. Nous avons déjà versé un acompte pour le nouvel appartement. » Christophe a commencé à hurler, la voix montant d'un octave sous l'effet de la panique. « C'est un mensonge, elle m'a trompé. C'est ma mère, elle aurait dû tout me donner. J'ai passé 3 ans à la supporter dans cette maison, cela me revient de droit. » À ce moment-là, j'ai décidé de parler. Ma voix était calme, basse, mais elle a surmonté ses cris avec la force de la vérité. « Christophe, je ne t'ai jamais trompé. Je t'ai donné tout ce que j'avais pendant toute ta vie. Je t'ai donné une éducation, je t'ai donné un toit, je t'ai donné mon temps et ma santé. Mais tu ne voulais pas d'une mère, tu voulais un compte en banque, tu voulais un objet à exploiter tant qu'il était utile et à jeter quand il devenait vieux. Je t'ai observé pendant 3 ans, espérant qu'un jour tu me regarderais avec amour et non avec calcul. Mais ce jour n'est jamais venu. Il m'a regardé avec une haine pure. Tu m'as ruinée, Bernadette. Si nous ne vendons pas cette maison, la banque va tout prendre. Nous allons finir à la rue par ta faute. » Isabelle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur.
C'étaient des larmes de rage pour le luxe qu'elle voyait s'échapper de ses mains. Frédéric est resté à mes côtés, telle une colonne de granit contre laquelle leurs insultes rebondissaient sans effet. « Monsieur Christophe, » a continué l'avocat, « Madame Bernadette n'a pas l'intention de porter plainte pour escroquerie, à condition que vous et votre femme quittiez cette maison sous 48 heures. À partir de cet instant, la serrure du portail sera changée et un service de surveillance surveillera la propriété. Vous pourrez prendre vos effets personnels, mais rien de ce qui appartient à la maison ne pourra être retiré. Si vous n'êtes pas sorti d'ici dans le délai imparti, nous procéderons à l'expulsion forcée et à une plainte pénale. » Christophe s'est effondré. Il s'est assis sur les marches du perron, la tête entre les mains. Tout son château de cartes venait de s'écrouler en quelques minutes. Son arrogance avait disparu, remplacée par un désespoir mesquin. Il ne savait plus où regarder. Isabelle, en revanche, a continué de m'invectiver, me traitant d'égoïste et de méchante, disant que je ne méritais pas d'avoir un fils comme lui. Je l'ai regardée et j'ai ressenti un immense sentiment de libération. Cette femme n'avait aucune idée de ce qu'était le sacrifice. Elle n'avait aucune idée de ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien. Alors que je retournais vers la limousine, Christophe a levé les yeux. « Maman, s'il te plaît. » Où vais-je aller maintenant? Je n'ai plus rien. Je me suis arrêté un instant, sans me retourner complètement. Tu as encore ta santé et ta jeunesse, Christophe. Ce que j'avais quand j'ai commencé à nettoyer les sols pour subvenir à tes besoins. Maintenant, c'est à toi de découvrir ce que signifie travailler réellement pour ce que l'on désire. J'ai déjà assez donné. Nous sommes montés en voiture et nous sommes partis. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que je pensais éprouver. Je ressentais seulement une grande fatigue, la fatigue de celle qui a enfin déposé un fardeau trop lourd. Mais je savais que c'était la fin nécessaire. Le karma n'avait pas été une punition divine venue du ciel, c'était simplement la conséquence de ses propres actions. Christophe avait semé le vent et il récoltait maintenant la tempête qu'il avait lui-même créée. Dans la limousine, Frédéric m'a souri de nouveau. « Bernadette, maintenant tu peux enfin commencer à vivre pour toi-même. » J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient tant travaillé. Maintenant, elles étaient libres. Elles n'avaient plus à servir ceux qui ne les respectaient pas. La maison que Christophe voulait vendre resterait là, tel un monument à ma peine, mais je n'y retournerai plus pour vivre au milieu des murs de son ingratitude. Mon avenir était ailleurs, et pour la première fois de ma vie, il ne dépendait plus du bon vouloir de personne d'autre que du mien. Mais je savais que la leçon n'était pas encore finie pour Christophe. Il restait un dernier détail qu'il n'avait pas encore découvert, un détail qui concernait son travail et sa carrière, quelque chose que Frédéric ne m'avait pas encore tout à fait dit, mais que je sentais dans l'air. Le destin avait encore une carte à jouer, et ce serait la plus définitive de toutes. Alors que je m'installais dans ma nouvelle chambre au domaine des Bernardi, le silence de la soirée me semblait presque irréel. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois où j'avais dormi sans le bruit des disputes de Christophe et Isabelle en fond sonore, sans la peur qu'une de mes paroles puisse déclencher une tempête. Frédéric s'était assuré que j'ai tout le nécessaire. Les draps étaient frais, l'air parfumait la lavande, et pour la première fois à 78 ans, je me sentais vraiment protégé. Mais alors que je profitais de cette paix méritée, je savais qu'à quelques kilomètres de là, dans la maison que j'avais construite avec tant de peine, commençait le véritable effondrement de ceux qui avaient cherché à me détruire. Frédéric me tenait informé par l'intermédiaire de ses avocats. Il me raconta que la première nuit après mon départ, Christophe n'avait pas fermé l'œil. Il était resté à errer dans les pièces, cherchant désespérément à trouver les documents originaux de la propriété, convaincu que j'avais menti ou qu'il existait un moyen d'annuler ce pacte d'usufruit qui le tenait bloqué. Isabelle, de son côté, avait passé les heures à appeler amis et connaissances, cherchant à trouver un logement alternatif ou quelqu'un qui puisse lui prêter de l'argent pour couvrir l'acompte de l'appartement qu'il ne pouvait plus se permettre. Mais la vérité est que lorsque les gens sentent l'odeur de l'échec, ils disparaissent plus vite que l'ombre au crépuscule. Le lendemain matin, Christophe s'était réveillé avec la conscience que le temps pressait. Les 48 heures accordées par les avocats de Frédéric n'étaient pas une suggestion,
C'était un délai définitif. Il commença à appeler plusieurs banques, cherchant à obtenir un prêt d'urgence en mettant la maison en garantie, mais chaque fois, il recevait la même réponse. La maison n'était pas à lui. Il ne pouvait pas l'utiliser comme levier financier. Sans ma signature, ce bien qu'il considérait comme un trésor n'était pour lui qu'une coquille vide. La colère qui l'avait guidé pendant des années se transformait en une panique froide et paralysante. En proie au désespoir, Christophe décida que la seule solution était d'aller au travail et de demander une avance sur la commission d'un gros contrat qu'il suivait depuis des mois. Il travaillait dans une société de logistique et de transport depuis presque 10 ans et croyait être un pilier de l'entreprise. Il s'était convaincu que sa position était solide, que son patron, M. Lefebvre, le considérait comme indispensable. Il s'habilla avec son meilleur costume, cherchant à cacher les cernes et ses mains qui tremblaient, et se rendit au bureau avec l'intention d'implorer une aide économique. Lorsqu'il arriva à l'entreprise, cependant, il remarqua aussitôt quelque chose d'étrange. Il y avait un mouvement inhabituel dans les couloirs, des gens qui transportaient des cartons et des techniciens qui changeaient les enseignes à l'entrée. Ce n'était pas l'atmosphère d'un mardi matin normal. Il entra dans le bureau de M. Lefebvre sans frapper, essoufflé. « Monsieur le directeur, j'ai besoin de vous parler. C'est une question personnelle urgente, » dit Christophe d'une voix courte. Lefebvre leva les yeux de ses dossiers, mais son visage n'avait pas l'expression cordiale habituelle. Au contraire, il semblait presque agacé par sa présence. « Christophe, ce n'est pas le moment, » répondit M. Lefebvre d'un ton expéditif. « Nous sommes au milieu d'une transition importante. La société a été vendue. Hier soir, l'accord final a été signé avec le groupe acquéreur. À partir d'aujourd'hui, nous faisons partie d'une holding beaucoup plus grande. » Mon fils sentit un vide dans son estomac. « Vendu ? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Pour moi, je suis en train de suivre ce contrat avec l'Allemagne. J'ai besoin de l'avance que nous avions convenue. » Monsieur Lefebvre secoua la tête. « Il n'y a pas d'avance, Christophe. La nouvelle propriété a décidé de revoir tous les comptes et, malheureusement, aussi le personnel. Ils ont amené leurs propres consultants et sont en train d'évaluer qui garder et qui ne pas garder. » Mon fils chercha à garder son calme, mais sa voix sortit rauque. « Qui est le nouveau propriétaire ? Puis-je leur parler ? » J'expliquerai ma situation. Monsieur Lefebvre le regarda avec une étrange pitié dans les yeux. Le nouveau propriétaire est le groupe Bernardi. Il s'occupe de la réorganisation en ce moment même. Christophe sentit ses jambes se dérober. Bernardi. Ce nom qu'il avait entendu toute sa vie, ce nom que je prononçais avec respect et dont il s'était toujours moqué en l'appelant le nom de mes maîtres. En un instant, il comprit que le cercle se refermait sur lui. Pendant que Christophe subissait ce choc au bureau, Isabelle était à la maison aux prises avec la réalité matérielle du déménagement. Elle avait commencé à mettre la vaisselle dans des cartons, mais continuait de s'arrêter pour pleurer ou pour hurler contre les murs. Elle ne parvenait pas à accepter que le luxe qu'elle avait affiché se soit évanoui si vite. Quand Christophe rentra à la maison et lui raconta ce qui s'était passé à l'entreprise, la dispute entre eux devint violente. Ils s'accusaient mutuellement d'avoir été stupides, d'avoir trop tiré sur la corde avec moi. Isabelle lui reprocha de n'avoir pas été capable de gérer sa mère et il lui répondit que c'était son avidité qui les avait poussés vers l'abîme. Je n'étais pas là pour les voir, mais Frédéric me racontait tout avec un calme qui m'insufflait de la force. Il me dit que les voisins observaient la scène depuis les balcons. Ces mêmes voisins devant lesquels Christophe m'avait humilié voyaient maintenant mon fils charger des cartons sur une petite camionnette louée à la dernière minute. La limousine noire qui était venue me chercher était encore le sujet principal de tout le quartier. Les gens avaient compris que la vieille Madame Bernadette n'était pas du tout la femme faible que Christophe voulait faire croire. Ils avaient compris que derrière ma simplicité se cachait un lien puissant que mon fils avait ignoré par pure superbe. L'après-midi du deuxième jour, Christophe chercha à m'appeler. Mon téléphone sonna plusieurs fois, mais je ne répondis pas. Ce n'était pas par méchanceté, mais parce que je savais qu'il n'y avait plus rien à dire. Quoi que j'aie pu dire, il s'en serait servi pour essayer de me manipuler encore. Frédéric prit le téléphone et bloqua le numéro.
Bernadette ne permet pas qu'il te traîne de nouveau dans sa boue, me dit-il. Il a choisi son chemin quand il t'a mis la valise à la main. Maintenant, il doit apprendre à marcher seul. Vers le soir, Christophe et Isabelle avaient chargé les dernières affaires. La maison était vide, privée de cette chaleur que j'avais cherché à maintenir malgré leur cruauté. Les pièces résonnaient d'un écho froid. On me rapporta que Christophe s'était assis sur le sol de la cuisine, pleurant comme l'enfant que je consolais jadis. Mais cette fois, je n'étais pas là pour lui dire que tout s'arrangerait. Cette fois, les conséquences étaient toutes pour lui. Ils avaient trouvé un petit appartement en périphérie, un endroit humide et étroit qu'ils ne pouvaient payer qu'avec les quelques économies restant à Isabelle. Leur rêve de gloire s'était terminé dans un 2 pièces aux murs écaillés. Ce que Christophe ne savait pas encore, alors qu'il fermait la porte de la maison pour la dernière fois, c'est que son licenciement de l'entreprise n'avait été ni un hasard, ni un coup de malchance. Frédéric avait accéléré l'acquisition de la société précisément parce qu'il voulait voir jusqu'où Christophe était prêt à aller avant de tout perdre. Ce n'était pas une vengeance gratuite, mais un moyen de protéger l'entreprise et, en même temps, de donner à Christophe la leçon définitive sur la valeur des personnes. Celui qui ne respecte pas sa propre mère ne peut respecter une entreprise, un contrat ou un collègue. Frédéric le savait bien. Cette nuit-là, la 2e au domaine, je fis une promenade dans le jardin des roses. L'air était frais et le parfum des fleurs était intense. Je regardais mes mains sous la lumière de la lune. C'étaient des mains vieilles, pleines de rides, mais c'étaient des mains propres. Elles n'avaient jamais volé, elles n'avaient jamais trompé. Elles n'avaient fait que travailler par amour. Je pensais à mon fils, dans ce petit appartement lointain, et ressentis une pointe de douleur. La douleur d'une mère qui voit son propre fils échouer non par malchance, mais par manque de caractère. Mais je ressentis aussi une fermeté que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Ma dignité était sauve. Le lendemain, le délai des 48 heures allait expirer officiellement. Frédéric avait déjà chargé une équipe d'ouvriers de commencer les travaux de rénovation de mon ancienne maison. Il ne voulait pas la vendre. Il voulait la transformer en un centre d'accueil pour femmes âgées qui se trouvaient dans des situations semblables à la mienne, des personnes qui avaient été mises à la porte par leur propre famille. Il me demanda si je voulais m'occuper de la gestion, non pas comme travailleuse, mais comme superviseur. Il voulait que mon expérience et mon histoire servent à redonner espoir à celles qui pensaient que tout était perdu. J'acceptais les larmes aux yeux. C'était la façon parfaite d'honorer le sacrifice d'une vie. La maison que Christophe voulait détruire pour de l'argent allait devenir un lieu de renaissance. Pendant que Frédéric m'expliquait le projet, je vis dans son regard la même fierté que j'aurais voulu voir dans celui de Christophe. Frédéric était le fils que la vie m'avait offert en échange de celui que j'avais perdu. La justice s'accomplissait, non pas avec le bruit des chaînes, mais avec la force du bien qui revient à celui qui l'a semé. Mais il restait encore une dernière rencontre à venir. Christophe, dans son désespoir, ne s'était pas tout à fait avoué vaincu. Il croyait encore pouvoir obtenir quelque chose, une dernière miette de pouvoir ou d'argent. Il ne savait pas que le lendemain, dans le bureau central du groupe Bernardi, il allait devoir affronter l'homme dont il s'était moqué pendant des années, et que dans ce bureau, assise à côté du nouveau propriétaire, il y aurait précisément la femme qu'il avait appelée « vieille inutile ». Le moment de la vérité finale était arrivé, et il allait être bien plus puissant qu'il ne pouvait l'imaginer. Les lumières du domaine s'éteignirent une à une. J'allais dormir le cœur léger. La tempête était passée, et même si elle avait laissé des traces, le terrain était désormais prêt pour une nouvelle floraison. Je savais que le jour suivant serait difficile, mais j'étais prête. Je n'étais plus l'intendante qui nettoyait les restes des vies des autres. J'étais Bernadette, une femme qui avait retrouvé sa maison, son honneur et sa place dans le monde. Le matin du face-à-face final s'est levé avec une lumière limpide, de celle qui semble vouloir laver chaque ombre du passé. Je me suis réveillée tôt dans ma chambre au domaine, savourant le silence de cette demeure qui, autrefois, m'impressionnait tant et qui désormais m'enveloppait comme un manteau protecteur. Je me suis regardée dans le miroir et, pour la première fois depuis des décennies,
je n'ai pas cherché à dissimuler mes rides sous la fatigue. Elles étaient là, témoins d'une vie de labeur, mais elles étaient aussi l'épreuve de ma survie. Frédéric m'attendait en bas pour nous rendre au siège social du groupe Bernardi. Ce n'était pas seulement un rendez-vous d'affaires, c'était le moment où j'allais reprendre possession de mon existence devant ceux qui avaient tenté de m'effacer. Nous sommes arrivés au gratte-ciel de verre et d'acier qui dominait le centre de la ville. Alors que nous montions vers le dernier étage, je regardais le reflet de mes mains sur les parois lisses de l'ascenseur. C'étaient des mains qui avaient lavé des sols, qui avaient cousu des boutons pendant des nuits entières, des mains que Christophe avait considérées comme indignes de sa nouvelle vie sociale. Maintenant, ces mêmes mains s'apprêtaient à signer le destin de celui qui les avait méprisées. Frédéric m'a ouvert la voie vers son bureau, une pièce immense avec une vue qui coupait le souffle. Il m'a fait asseoir dans le fauteuil à côté de son bureau, une position d'honneur que je n'aurais jamais rêvé d'occuper. « Bernadette, aujourd'hui tu n'es pas ici comme intendante, et même pas seulement comme une amie, » m'a dit Frédéric d'une voix ferme. « Tu es ici comme ma conseillère spéciale, et comme la femme qui a sauvé cette entreprise avant même que j'en prenne les rênes. Sans ton honnêteté pendant ces années difficiles, il n'y aurait aucun groupe Bernardi aujourd'hui. Il est juste que Christophe le sache. » Quelques minutes plus tard, la secrétaire a annoncé l'arrivée de mon fils. Je me suis redressée sur mon siège, sentant mon cœur battre fort, mais ce n'était pas de la peur. C'était l'émotion de celle qui s'apprête à refermer un cycle de souffrance. Christophe est entré dans le bureau avec un air égaré. Il portait le costume de la veille, qui paraissait maintenant froissé et trop grand pour lui. Son regard errait dans la pièce, cherchant à comprendre qui était l'homme puissant qui avait racheté son entreprise et décidé de son sort. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il s'est arrêté net. Son visage est passé par une série d'expressions incroyables. Le choc, la confusion, et enfin une honte si profonde qu'elle l'a forcé à fixer le sol. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il murmuré d'une voix qui ressemblait à une plainte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai bien regardé. Je ne voyais plus le bourreau qui m'avait menacé de l'hospice. Je ne voyais qu'un homme qui avait perdu sa boussole morale pour poursuivre une ombre de succès. Madame Bernadette est ici parce qu'elle est la personne la plus importante de cette société, a commencé Frédéric, brisant le silence. Et tu es ici, Christophe, parce que je dois décider de ce que je fais de ton avenir professionnel après que mes réviseurs ont trouvé les preuves de tes tentatives de manipuler les comptes pour couvrir tes dettes personnelles. Christophe est devenu encore plus livide, si c'était possible. Il a tenté de s'approcher du bureau, ses mains cherchant un appui. « Frédéric, je ne savais pas. C'était une situation d'urgence, les frais pour la maison, les exigences de ma femme. » Frédéric l'a interrompu d'un geste sec. « Ne m'appelle pas par mon prénom. Pour toi, je suis le président. Et tes justifications sont une insulte à la femme qui est assise à côté de moi. Ta mère a passé sa vie à économiser chaque centime pour tout te donner, et tu as utilisé ces mêmes sacrifices comme excuse pour trahir la confiance de ton entreprise et sa dignité. » Christophe s'est effondré à genoux, là, au milieu de ce bureau luxueux. « Maman, je t'en prie, parle pour moi. Dis-leur que je suis un bon travailleur. Si je perds ce poste, Isabelle et moi allons vraiment finir à la rue. Nous n'avons plus rien. Cet appartement en périphérie est un cauchemar. Il n'y a même pas de chauffage. » Je l'ai regardé et j'ai ressenti une pointe de douleur, le vieil instinct maternel qui cherchait à ressurgir. Mais j'ai revu l'image de ma valise sur le trottoir. J'ai entendu ces mots cruels me traitant de poids inutiles. J'ai compris que l'aider encore de la même façon serait son coup de grâce. Si tu veux être un homme, Christophe, tu dois apprendre que chaque action a une conséquence, ai-je dit enfin. Ma voix n'était pas méchante, elle était juste lasse des mensonges. Tu m'as demandé de partir parce que j'étais une charge. Tu m'as dit que l'hospice était ma place. Maintenant tu as ce que tu voulais, ta liberté par rapport à moi. Mais la liberté a un prix, et ce prix est la responsabilité. Frédéric a repris la parole. Tu ne seras pas licencié aujourd'hui, Christophe. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Bernadette m'a demandé de te donner une dernière chance de rédemption. Mais tu ne seras plus un cadre. À partir de demain, tu commenceras à travailler dans l'entrepôt de la logistique, sur les quais.
Tu auras un salaire de base, le strict nécessaire pour payer ton loyer et manger. Il n'y aura plus de bureau, plus de bonus et plus de passe-droit. Tu apprendras ce que signifie gagner sa vie avec ses mains, exactement comme ta mère l'a fait pendant 30 ans pour te payer ses études dont tu as fait un si mauvais usage. Christophe a levé les yeux, incrédule. Dans l'entrepôt? Mais j'ai un diplôme, j'ai de l'expérience. C'est cela ou la plainte pénale pour escroquerie au préjudice de la société, a conclu Frédéric sans émotion. Le choix t'appartient. Christophe m'a regardé, espérant peut-être un revirement, mais j'ai soutenu son regard en silence. Il a baissé la tête et a acquiescé lentement. « J'accepte », a-t-il murmuré. Il s'est relevé avec peine et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est arrêté un instant sans se retourner. « Merci, maman », a-t-il dit à voix basse. Je n'ai pas répondu. Je savais que ce merci était encore entaché de peur et pas encore plein d'un véritable repentir. Il faudrait beaucoup de temps pour qu'il devienne sincère. Quand il est sorti, je me suis sentie vidée. Frédéric est venu vers moi et a posé une main sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, Bernadette. Tu lui as donné la dignité d'un travail honnête, chose qu'il ne t'a jamais offerte. » J'ai hoché la tête, sentant les larmes couler enfin librement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. Le poids de devoir protéger un fils de ses propres erreurs s'était évanoui. C'était maintenant un homme adulte, seul avec ses choix. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à travailler sur le projet de mon ancienne maison. Nous y sommes retournés ensemble avec les architectes du groupe Bernardi. Christophe et Isabelle étaient partis en laissant un désordre qui parlait de leur hâte et de leur colère. Nous avons tout nettoyé. Nous avons abattu les cloisons qui divisaient les pièces pour créer des espaces amples, lumineux, pleins de fleurs et de livres. La maison est devenue la villa du refuge. Nous avons accueilli les 3 premières femmes âgées qui, comme moi, avaient été mises de côté par leur famille. Les voir marcher dans le jardin, les voir sourire en prenant le thé sous le perron où j'avais été humiliée, a été ma véritable guérison. J'ai beaucoup appris au cours de cette dernière année. J'ai appris que la famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle qui vous choisit et vous protège quand le monde devient sombre. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, même quand on pense que son histoire est déjà écrite et que l'encre est épuisée. Je me suis sentie comme un morceau de charbon qui a été écrasé pendant trop longtemps par un poids insupportable. Il pensait que je me briserais en 1000 morceaux de poussière noire, inutile et sale. Il ne savait pas que sous cette pression, si l'on résiste assez longtemps, on ne devient pas de la poussière. On devient un diamant. Et un diamant, quoi qu'on fasse pour le rayer, brille d'une lumière que personne ne peut éteindre. Aujourd'hui, je vis toujours au domaine des Bernardi, mais je passe la majeure partie de mes journées à la villa. De temps en temps, je reçois des nouvelles de Christophe. Je sais qu'il travaille dur sur les quais, que ses mains sont devenues calleuses et qu'Isabelle l'a quitté quand elle a compris que le luxe ne reviendrait pas de sitôt. On me dit que c'est un homme plus silencieux, plus sérieux. Je ne le cherche pas. J'attends que ce soit lui qui vienne vers moi quand il aura vraiment compris qui était la femme qu'il appelait maman. En attendant, je profite de chaque coucher de soleil depuis le jardin. Je ne regarde plus en arrière avec regret. Je regarde devant moi, vers les jours qui me restent, consciente que ma dignité n'est plus à vendre et que ma valeur ne dépend du jugement de personne. La vie m'a beaucoup pris, mais elle m'a rendu la chose la plus précieuse, moi-même. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, se sentent comme je me sentais cet après-midi-là sous la pluie. Des femmes qui pensent ne rien valoir parce que quelqu'un qu'elles aiment a tenté de les convaincre de leur inutilité. À vous, je veux dire que vous n'êtes pas le jugement des autres. Vous êtes la force que vous avez montrée en supportant la douleur. Vous êtes la sagesse que vous avez accumulée au fil des ans et vous êtes l'espoir qui brûle encore dans votre cœur. N'acceptez jamais que quelqu'un vous vole votre maison ou votre sourire. La justice peut tarder, elle peut sembler cachée derrière un brouillard épais, mais elle arrive toujours pour ceux qui ont le courage de rester honnêtes avec eux-mêmes. Rappelez-vous que vous êtes des diamants, et les diamants ne se brisent jamais. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté aujourd'hui et de m'avoir permis de partager avec vous cette partie si profonde de ma vie.
Si mon histoire vous a touché ou vous a donné un peu de force, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour écouter d'autres histoires qui parlent de vie, de courage et de renaissance. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, car nous ne savons jamais qui, en ce moment, a besoin d'entendre qu'il y a toujours une limousine prête à arriver pour celui qui n'abandonne pas. Dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Cela me fait toujours très plaisir de ressentir la chaleur de vos paroles. Merci du plus profond de mon cœur de m'avoir écouté et d'avoir fait partie de mon histoire.